Bonjour, donc j'ai introduit vite fait l'émission, déjà pour remercier Hervé qui nous héberge sur son blog, et juste dire que si vous avez envie de participer, vous n'avez pas l'habitude de participer à des émissions YouTube aussi simplistes qu'est celle-ci, hein, en tout cas, n'hésitez pas, hein, ou même si vous êtes déjà youtubeur et que vous avez envie de parler de quelque chose qui sort complètement du cadre de votre émission, allez-y aussi. L'émission est faite pour ça et puis elle est conviviale et on se prend pas la tête au niveau technique. Donc moi je vais commencer en parlant d'un film que j'ai vu tout récemment, ça s'appelle Maus ou The Mouse. Alors ça veut dire la souris en allemand. C'est le surnom du personnage central du film, la jeune femme qui est en couple, et ça parle de ce couple qui se trouve en Bosnie, qui veut prendre l'avion à Sarajevo. Ils tombent en panne, en pleine forêt, et ils sont traqués par une bande de joyeux lurons serbes. Alors évidemment, il y a tout le fantôme de la guerre entre la Serbie et la Croatie, la Bosnie qui ressort. Le film, c'est un survival, il rentre dans le cadre de ces films comme Frontières où plane l'ombre de l'Allemagne nazie, ou Territoire où il y a cette espèce d'ambiance paranoïaque et extrémiste de l'Amérique de George Bush. Et il y a un autre film aussi qui se passe à Berlin-Est, dans les catacombes de Berlin-Est, où il y a un ancien douanier tortionnaire de la République démocratique allemande qui traque une bande de jeunes. Et puis ça ressemble à certains films espagnols où les Espagnols, eux, ils sont doués pour faire sortir le démon franquiste dans leurs films. Et en fait, ça, c'est une nouvelle vague de survival qui date déjà d'une petite dizaine d'années, hein, voire un peu plus, pour Frontières, et qui sort un peu du cadre de ces survival avec des enfants qui ont subi des expériences ou des traumatismes scientifiques ou médicaux. On a vu ça dans Creep, avec ce gars qui vit dans les métros, dans les souterrains du métro. Il y a aussi la trilogie Coldplay en Scandinavie. Et en France, il y avait Vertige. Et là, dans Maus, de Yayo Herrero, le fantôme de la guerre est ultra présent, quoi. Et alors Yayo Herrero, c'est son premier long métrage. Alors, il a fait un peu fort, il est doué, hein, comme réalisateur. Et il a fait un petit peu fort, hein, comme pour un premier film. Et juste dire que ce film, je l'ai trouvé, je sais pas s'il existe en DVD, je l'ai trouvé sur le site direxo.com avec des sous-titres. Et c'est le genre de film, à mon avis, qui ne peut pas exister en version française, parce que ce serait complètement absurde. Parce que tout le sous-titrage et tous les échanges entre les personnages sont vraiment subtils. Parce que le couple, c'est une Bosniaque avec un Allemand qui se parlent tous les deux en anglais pour se comprendre. Ensuite, il y a les deux Serbes qui se parlent en serbe entre eux et qui arrivent à se faire comprendre de la Bosniaque. Donc en fait, il y a tout un jeu de mensonges et de vérités en langue, que ce soit en anglais ou en allemand, enfin voilà. Et ce film ne peut exister qu'avec des sous-titres et en tendant l'oreille parce qu'il ne peut être qu'astucieux que comme ça, quoi. يا حافظ وصليش محمد يا حافظ وصليش محمد يا حافظ وصليش محمد يا حافظ
really sorry. My girlfriend, she's under a lot of stress. Her parents and her brother, they were killed during the war. Your harvest. Run! Kurwa! Zakopat ću te, zatrati se neće znati. Bonjour à tous, c'est Jonathan de Cannes. Pour ma 4e vidéo, je vais vous parler du film Primeval. Film d'horreur américain sorti en 2007. L'histoire, ça parle d'un groupe de reporters qui part au Burundi en Afrique pour essayer de filmer et capturer un crocodile mangeur d'hommes de plus de 7 mètres de long. Le film s'inspire de faits réels. Le crocodile se prénomme Gustave. D'après la rumeur, il aurait tué plus de 300 personnes et aurait été aperçu pour la dernière fois en 2014. Il terrorise les villageois et l'armée locale. Alors, dans le rôle principal, on retrouve Dominique Purcell, devenu célèbre dans les années 2000 pour avoir interprété Lincoln Burrows dans la série Prison Break. Donc, si vous aimez les films d'horreur mélangeant suspense et action et les crocodiles, alors ce film devrait vous plaire assez facilement. In one of the most remote locations on Earth lives the world's most prolific serial killer. He has claimed over 300 victims. He is elusive, intelligent, cunning. And to this day, he remains at large. Looks to be another mass grave. He is real, but he is not human. He says that we'll find what we seek. Then we'll find death. What happened? Run! He's coming. Ouais, salut les Krells, et bienvenue dans ma nouvelle chronique sur l'ineffable, le roi du rictus, le roi du second rôle de la série B de baston, Bolo Yang. Si comme moi t'as envie de savoir contre qui il s'est bastonné, et puis surtout, qui a osé le toucher, rejoins-moi dans Qui a pété la gueule à Bolo. Bolo, c'est pas un rigolo, c'est pas un amateur de spaghettis non plus. Il apparaît pour la première fois en 73 dans Opération Dragon avec Bruce Lee. Ah bah t'as le voilà justement là. Oh Juan, t'envoies Bolo là, dépêche. Bolo. Allez. À la mort de Bruce Lee, il a fighté des Bruce-like. Top 6, Bruce Lee, Bruce Lee. Bon enfin un truc comme ça. Et on admire la qualité du doublage, s'il vous plaît. Sur ces entrefaites, il enchaîne les clones et en 80, il combat Jackie Chun dans Jackie le redoutable chinois. On notera le beau costume rouge, genre Biomave, Power Rangers. Après avoir été l'élève de Bruce Lee, ce sera le professeur de Brandon l'indiscipliné.
Il n'aurait pas dû lui apprendre 2-3 trucs parce que Legacy of Rage, qu'est-ce qu'il lui met Brandon? Top 4. One punch each. Now we're even, pal. Kid, I've been fighting in the streets for 10 years. No one's ever laid a hand on me. Après Brandon, c'est au tour de Jim Kelly de rosser Bolo en 1978 dans Hong Kong Connection. Et ouais, Bolo, la blaxploitation, il adore ça aussi. Bon, en même temps, ils étaient déjà potes, hein, ils se connaissaient depuis Opération Dragon. Mais aïe, ça piquait quand même. Oups. Bon, là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, hein, avec le très regretté John Saxon dans Opération Dragon en 73. Qu'est-ce qu'il lui met? Top 2. Ah là tu souffres mon Bolo et j'en suis vraiment désolé, hein, mais tu sais même pas ce qui t'attend. En 91 dans Double Impact, tu vas en prendre des impacts. Il faut pas faire chier Jean-Claude quoi. Mais je te l'avais déjà dit. Top 1. Bon allez, un petit plaisir pour finir. Moi aussi j'ai bien envie d'essayer de me faire Bolo là. Allez c'est cool, j'y vais là. Le top du top. Et pip, paf, paf, boum, pouille. Ah, fais pas le malin Bolo là. Paf, clac, aïe, paf, poum, poum, poum. Ya, ya. And the winner is, par KO, Pimpin. And then is this one. But Bruce Lee is. Bonjour à tous les amis, donc moi c'est Alexandre, j'ai 38 ans, j'habite à Ajaccio. Donc pour la 4e fois, on m'a demandé de venir vous faire une petite critique d'un film que j'ai aimé sur la chaîne de Bienvenue chez Krells. Donc c'est avec plaisir que je viens vous peut-être faire découvrir un film que moi-même j'ai découvert il y a 2 jours, d'un réalisateur que j'ai connu aussi très récemment, qui s'appelle Ari Aster, qui a réalisé donc Hérédité et Midsommar, donc que je vous conseille également parce que ces 2 films sont absolument géniaux. Donc Hérédité, c'est un film qui est sorti en 2018, c'est un drame familial mêlé à de l'épouvante et à quelques beaux moments d'horreur, avec donc des acteurs que vous connaissez et puis des jeunes acteurs que vous connaissez peut-être moins. Donc la protagoniste principale c'est Toni Collette, ensuite on a Gabriel Byrne, on a Alex Wolff et on a Milly Shapiro, donc une actrice que je ne connaissais pas, qui m'a l'air d'être en plus une jeune actrice qui souffre d'un léger handicap. Donc Hérédité, c'est un film qui est clairement dans la veine d'un Rosemary's Baby de Polanski, qui en est assez inspiré même, pour les influences, hein. C'est pas exactement la même chose, mais il y a des petites influences qui sont là, qu'on peut remarquer quand on connaît un peu le travail de Polanski sur Rosemary's Baby. On a aussi pu dire de ce film que c'était l'exorciste du 21e siècle. Moi je suis pas forcément d'accord avec cet avis, même si je trouve que il peut être aussi choquant qu'un exorciste qui est sorti à l'époque et qui a dû choquer pas mal les spectateurs.
Donc Ari Aster, donc c'est un jeune réalisateur qui n'avait jamais réalisé de long métrage avant Hérédité, mais qui avait fait des courts métrages, dont un qui est clairement lié à Hérédité, qui s'appelle The Strange Things About the Johnsons, donc qui est un excellent court métrage, qui est clairement dans la même veine que, enfin, Hérédité s'en inspire beaucoup. Et je crois même que j'avais lu des trucs qui disaient que la trame principale du film en fait s'inspire de la vraie vie de Ari Aster, qui a connu des drames familiaux dans sa jeunesse, et donc bon, bien sûr ça raconte pas exactement ça, mais j'ai pu lire que il s'était inspiré de faits qui lui étaient arrivés dans sa famille, et qui lui avaient fait penser même à un moment donné que sa famille était maudite. Donc Hérédité, de quoi ça parle? Donc c'est une famille américaine banale, donc la maman, le papa, les 2 enfants, frères et sœurs, qui se rendent à la maison de la mère, donc de la grand-mère, pardon, de la mère de Toni Collette, qui est décédée, et donc ils vont à l'enterrement. On peut se rendre compte à ce moment-là, je vais essayer de pas trop vous en raconter, mais on peut se rendre compte à ce moment-là que la maman de la grand-mère donc n'était pas une personne très famille, qui n'était pas une personne très gentille, que sa fille ne l'appréciait pas énormément. Par contre, elle avait apparemment un lien très fort avec la jeune fille de la famille qui s'appelle Charlie, qui était très très liée à sa grand-mère. Donc la famille donc se rend à l'enterrement, et en fouillant dans les affaires de sa mère, Toni Collette en fait, va se rendre compte que sa mère avait un petit intérêt pour les sciences occultes. Voilà. Il va se passer quelque chose, en fait, un drame immense qui va frapper la famille au cours du film, qui vont faire que la maman, donc Toni Collette, va se rendre à un groupe de discussion, de soutien, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, pour extérioriser sa peine et essayer de se soulager. Et elle va rencontrer, dans ces groupes de discussion, elle va rencontrer une personne assez singulière, une dame qui s'appelle Joanne, qui va donc lui proposer un moyen de se soulager, de soulager sa peine en usant du spiritisme. Voilà. Et voilà, et ça va vite tourner au vinaigre. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est un film qui, pour un premier film, est incroyablement maîtrisé. Il y a un souci du détail, il y a une mise en scène, une réflexion sur la mise en scène, notamment, sans vous spoiler, la maman, en fait, Toni Collette, dans le film, crée des maquettes et des maisons de poupées et des maquettes miniatures, donc des scènes de vie en miniature, et on est constamment dans ce jeu d'échelle, en fait, avec les maisons de poupées, l'échelle humaine, on revient à la maison de poupées, il y a un travail sur la mise en scène qui est génial. Ari Aster fait déjà montre d'une maîtrise mais surprenante pour un premier film. Tout est travaillé, tout est léché, la photographie est superbe, la direction d'acteur aussi est absolument incroyable. Toni Collette est grandiose de toute façon, mais dans ce film, elle montre la pleine mesure de son talent. C'est un film très 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 dur, très choquant. Je ne le recommande pas aux âmes sensibles, vraiment, parce que moi, qui suis pas du tout sensible, qui encaisse assez bien ce genre de film, là, j'ai eu du mal à m'en remettre. Il m'a fallu quand même quelques temps pour le digérer. J'étais pas sûr de vous en parler parce que c'est un film quand même qui est assez dur à appréhender, surtout le premier tiers du film est quand même assez hard, mais c'est tellement maîtrisé, c'est tellement incroyable et c'est tellement meilleur que tout ce qui se fait actuellement dans ces genres-là, épouvante, horreur, machin, qu'il faut absolument que vous le voyez en fait, parce que ce soit Sinister, Insidious, Conjuring, tout ça c'est sympa, mais là on a un niveau de maîtrise et de narration et de souci du détail qui dépasse tout ce que j'ai vu. Come on, Peter. There's your suit. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman.
Grandma, you know you were her favorite, right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. But she was a very difficult woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother. What? Sometimes I swear I can feel them in the room. Oh my God! What's that? She isn't gone. She had private rituals, private friends. Who's gonna take care of me? You don't think I'm gonna take care of you? But when you die. And she wasn't altogether there. At the end. Mom? I don't like this. Dad, I don't like this. What's happening? Tina! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Please stop! Mom, what's happening? Make it stop! Make it stop! I just don't want to put any more stress on my family. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Jimmy, tu m'as demandé de parler d'un film. Hein. Tu m'as demandé... bon, juste quand tu m'as posé la question, j'étais en train de regarder un film assez sympa. Donc du coup, je me suis dit, je vais lui en parler. Je vais vous en parler. Il s'agit du film, hop, on voit le titre là, Open Water. Hein. Voilà, on est en été. Donc, ça fleure bon les vacances. Mais par contre, pas pour nos deux tourtereaux. Hein. L'histoire de Open Water, c'est un couple qui part en vacances aux Bahamas et qui vont faire de la plongée sous-marine. Et puis là, quand ils remontent, alors c'est pas un spoil, hein, quand ils remontent, en fait, il n'y a plus de bateau, il n'y a plus personne. Et tout le restant du film se passe, le couple est seul au milieu de l'océan, au milieu de, on va dire, de nulle part. Et c'est ce qui fait l'attrait de ce film, assez sympa. En plus, voilà. En plus, filmé, on va dire, d'une façon assez réaliste, hein, comme si c'était une caméra, votre caméra, ma caméra, que l'on sort pendant les vacances. Donc ça donne un côté assez réaliste au film. Ah, mon chat miaule. Je sais pas si tu couperas ça en montage, Jimmy, mais mon chat me réclame. Donc je vais vous quitter pas tout de suite. Donc je vous conseille vivement ce Open Water. Bon, le défaut du film, c'est sa durée, mais ça peut être sa qualité aussi. Il dure pas tout à fait 1h20, ce qui est assez court pour un film, mais pour ce genre de film, on va dire, ça suffit largement. Alors, je voulais aussi préciser que Open Water en eau profonde est tiré d'une histoire vraie, d'un couple qui s'est perdu au milieu de l'océan après une plongée sous-marine. Et si par contre vous voulez en voir plus sur la vraie histoire, hein, de ce film, j'ai regardé il y a quelques jours une vidéo sur YouTube. Alors l'intitulé exact je sais plus, mais c'est la chaîne de Lionel Camille, Les Disparus. Voilà, la chaîne s'appelle Lionel Camille Les Disparus, où il y a l'histoire vraie de ce couple. Donc si vous voulez en voir plus sur l'histoire réelle qui s'est passée à la base en Australie, allez sur la chaîne. Donc voilà. Donc Open Water, et voilà, c'est fini pour moi. Je vous salue à toi et à toi aussi, et je vous dis à bientôt. Il y a des gens qui pendant leurs vacances passent leur temps à lézarder. Voici une histoire qu'on n'est pas prêt d'oublier. Daniel, où est le bateau? C'est une bonne question. On est largué au beau milieu de l'océan. Oh Seigneur! Ça va aller. Ça va aller. Tiens-moi. Je ne crois pas. Oh mon Dieu! Oh non! Oh. Non! Suzanne! Suzanne! Oh mon Dieu! Un truc vient de frôler mon pied! Ça va!
Oh, calme-toi. Ça va aller, on va s'en sortir. Non, non! Bonjour, moi c'est Julien, je suis à Gap dans les Hautes-Alpes et je vais vous parler de Star Trek 2, La colère de Khan, qui est sorti en 1982. Moi c'est grâce à ce film que j'ai découvert Star Trek et que je suis depuis un fan inconditionnel. Alors c'est la deuxième adaptation du cinéma de la série télé des années 60, où c'est qu'on retrouve les trois personnages principaux et les autres acteurs qui ont des rôles plus secondaires. Et dans ce film-là, le thème du film est la vieillesse des personnages, de Captain Kirk surtout, et sa renaissance. Le film a plein de qualités, je pourrais en parler des heures, mais ce qui fait que j'accroche autant, je crois, c'est que j'aime beaucoup les personnages principaux, Kirk, Spock, McCoy et leurs interprètes. Et vraiment, Star Trek c'est particulier pour un truc, c'est que c'est des acteurs qui jouent leurs personnages pendant très longtemps. Là, à cette époque-là, c'est en 1982, donc ça fait déjà 15 ans que le capitaine Kirk est interprété par William Shatner, et même si au départ c'est une création de scénariste, je pense qu'à l'arrivée, l'acteur donne beaucoup de lui-même dans le personnage. Et les trois personnages principaux, donc Kirk, Spock et McCoy, ont tous les trois des personnalités très différentes et qui se complètent. Kirk, c'est l'homme d'action impulsif, McCoy, l'homme de cœur, et Spock, le savant qui est dicté par la logique. Et les acteurs s'entendaient très bien entre eux, donc Shatner et Nimoy sont très amis, étaient très amis dans la vie, et ça se ressent à l'écran. Et il y a quelques scènes entre eux qui sont vraiment fabuleuses. Quand Kirk reprend le commandement de l'Enterprise, il y a des dialogues entre eux, je trouve ça génial. Pour moi, c'est un des gros points forts du film. Et il met aussi vraiment en avant ses personnages. Et le capitaine Kirk, sa personnalité est très développée dans ce film. On comprend comment il fonctionne, quel genre d'homme il est. Et ça en fait un héros très attachant. Alors tout bon film se doit d'avoir un méchant à la hauteur de son héros. Et là, c'est donc Ricardo Montalban qui reprend le rôle qu'il a joué dans les années 60 d'un ennemi de Kirk dans la série télé. Et ils ne se sont pas rencontrés durant le tournage, les deux acteurs. Pourtant, il y a une tension entre eux, ils se parlent par écran interposé, et une tension entre eux qui est palpable, et ils se complètent parfaitement, je trouve. Ils sont tous les deux un peu cabotins dans leur jeu, c'est vraiment un duel entre eux exceptionnel. Et pour moi, ce film a fait de moi le fan de Star Trek que je suis. Et c'est aussi grâce à ce film, je pense, que l'univers Star Trek est encore présent aujourd'hui. Il y a eu 2 suites directes, et ça a permis après donc, à d'autres séries d'être produites, Star Trek La Nouvelle Génération, toutes celles qui ont suivi. Et tout vient de là. Le traitement de cet univers à ce moment-là a fait ce qu'est Star Trek aujourd'hui, je pense. Au-delà des ténèbres, au-delà de l'évolution humaine, il y a Khan, un tyran génétiquement supérieur, exilé sur une planète morte, banni par le commandant d'un astronef, son destin est de détruire. Laissé pour mort, il a survécu. Le voilà, c'est lui! Le voilà, c'est lui! Sans cesse, je le pourchasserai autour des lunes de Nibi et autour d'Antares et de son maelstrom à travers les flammes et les ruines plutôt que de renoncer. La colère de Khan. Star Trek 2. Un combat entre le bien et le mal, entre un guerrier et un fou. Nous violons les termes du traité maintenant, commandant. Scotty, question de vie ou de mort, passez tout de suite sur vitesse orbitale. Pleine puissance, imbécile! Le reliant se rapproche. Tuer l'amiral Kirk.
Je vous en donne l'ordre. Pour les uns, ce sera leur première mission. Pour d'autres, ce sera la dernière. Je vous réserve le sort qui a été le mien et celui de ma femme, abandonnée sur votre ordre pour l'éternité au centre d'une planète morte. Vous aussi vous serez enterré vivant. Aux confins de l'univers se trouve le commencement de la vengeance. La colère de Khan. Star Trek 2. Bonjour, c'est Eric de Toulouse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la série Magnus. Alors Magnus, c'est une série norvégienne, c'est une série policière, mais pas que, c'est aussi une série comique et fantastique. Alors, la série commence sur une scène nocturne dans la forêt norvégienne, et il y a des éclairs partout, et trois personnes qui sont en uniforme qui visiblement vont chercher à savoir ce qui se passe. Et ça bascule tout de suite en fait sur l'appartement du héros où pendant 2-3 minutes il vous présente l'environnement de la série, donc le background et divers personnages que l'on va rencontrer tout le long et même beaucoup de ce qui va leur arriver. Très vite, le ton est donné. En fait, c'est une série où il y a beaucoup de rebondissements. Dan a perdu sa femme dans l'accident de voiture le plus improbable du siècle. Qui l'eût cru? Et beaucoup d'humour noir. Mais il y en a une troisième. Donc pour résumer, Magnus pense qu'il est un génie. C'est pas faux. C'est quelqu'un entre Doc Brown et Sherlock Holmes. Et qu'il n'est pas utilisé comme il faut par ses supérieurs au niveau de son commissariat. Et donc pour faire ses preuves, il va s'inviter sur une enquête un peu tendue d'un meurtre. Et il va vite découvrir en fait plein de secrets qui auraient dû être regardés et qui vont entraîner la révélation que certains mythes nordiques existent de nos jours en Norvège. Alors vous allez croiser plusieurs monstres dedans, enfin des créatures. Bon, je veux pas trop en dire, ça vaut vraiment le coup de la regarder parce que c'est vraiment rigolo. Enfin si on aime l'humour noir, c'est top. Et en plus de ça, ça part vraiment dans tous les sens. On sait jamais où c'est qu'on va aller. Donc je vous conseille de la regarder. Je pense qu'on peut la trouver en téléchargement, peut-être qu'elle est toujours disponible sur Série Club, je sais pas, moi je l'avais trouvée là-dessus. Et voilà, puis en espérant que je vous aurai donné envie d'aller voir.